Oui, alors bonsoir tout le monde. Alors, merci à l'association CELI de m'avoir invité. Alors, j'ai pas préparé de PowerPoint parce que je pensais que c'était une table ronde et qu'on allait plutôt échanger, mais c'est pas grave, hein, donc on va faire ça sans présentation. Alors donc, moi, mon intervention, j'ai voulu la centrer sur les leçons à tirer de la crise et les nouvelles ambitions et les raisons d'espérer, malgré les désillusions et les difficultés que l'on a rencontrées pendant cette crise sanitaire. Et je pense qu'il faut utiliser cette crise comme une expérience et en tirer donc des éléments qui peuvent aider à améliorer la situation et pourquoi il faut considérer l'influence aujourd'hui comme un atout face aux problématiques provoquées ou aux conséquences générées par la crise. Alors, dans la crise que nous traversons, c'est quelque chose d'évident, hein. Certains principes et de nouveaux modes de fonctionnement se sont manifestés, bien qu'ils aient été décryptés depuis longtemps par les spécialistes de l'intelligence économique. Et ils démontrent la puissance évocatrice des aspects et des facteurs immatériels. Alors, les facteurs immatériels comme la data, les informations, les idées, les perceptions, les croyances, les dogmes, et on peut dire que la crise a été utilisée comme un facteur d'influence et d'augmentation de puissance et de domination sur des secteurs stratégiques. Alors, ce qui est important, enfin, selon moi et selon le co-auteur du livre que l'on a publié il y a quelques mois, c'est le changement d'état d'esprit et tracer des pistes entre géopolitique, management de l'information et communication d'influence. Et je pense qu'il faut vraiment changer sa grille de lecture par rapport à la façon d'entrevoir la communication. Alors moi, je propose dans un premier temps de faire une synthèse des faits marquants sur le plan de l'influence et d'aborder ensuite l'aspect communication et plutôt l'aspect informationnel et l'importance grandissante de l'influence dans qu'a révélé cette crise. Donc on a pu constater que durant cette crise sanitaire, l'infobésité scientifique et médicale a formé une infodémie qui résulte de l'explosion de la production scientifique. Et cette production a pris tout le monde au piège. Et le volume de cette information a noyé l'information. Donc on n'a plus été capable de trouver l'information utile et qui était pertinente. Alors la quantité l'a emporté sur la qualité et la multitude de données a noyé l'information. Alors c'est vrai que sans l'appui de la connaissance scientifique, l'administration et les pouvoirs publics perdent toute crédibilité. Mais sans cette maîtrise, sans unité, sans coordination, toute cette puissance ne gère que du clivage. C'est bien ce que l'on a pu constater ces derniers mois. Donc la prise de décision a été polluée par un flot d'affirmations et de données contradictoires et souvent sans intérêt. Alors, tout lire, tout savoir, ou comment devenir esclave des réseaux et cible du complotisme, c'est exactement dans le piège dans lequel on est tombé. Et l'intelligence économique, la gestion de l'information stratégique, le traitement de l'information auraient pu permettre d'éviter cette problématique. Alors, il faudrait apprendre, je pense, à agir ensemble sur un mode collectif, coordonné et privilégier un mode d'action pour structurer une unité. Et je pense que l'unité, le mot unité, a beaucoup fait défaut ces derniers temps. Alors la solidarité, l'échange et la confiance aussi sont importants et permettent de construire de nouveaux modes opérationnels. Et c'est dans ce sens-là que l'on a souhaité publier ce livre, où on a mis en avant quand même un certain nombre de valeurs qui nous paraissent indispensables et que l'intelligence économique met souvent en exergue et en avant. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la bonne santé et la santé est une cause universelle et qu'elle a transcendé les frontières et les clivages politiques. Et c'est cela qui a fait que la crise sanitaire que l'on a connue a été mondiale et a dépassé certainement les pouvoirs qui ont été surpris par tous ces échanges informationnels. Et la Covid-19 a mis en évidence donc notre dépendance économique, accentuée par une soumission au moins 10 ans. Donc on a été dans une espèce de situation d'asservissement à certains pays, et donc c'est ce qui justifie qu'il faut utiliser l'anticipation et utiliser l'information pour changer l'état d'esprit et changer la manière
de voir le monde. Alors, les offensives informationnelles et les campagnes massives sur les réseaux sociaux ont visé à adapter le récit et à modifier la perception de la crise liée à la pandémie de coronavirus pour contrôler l'opinion. Donc on a vu que, par exemple, la Chine et la stratégie chinoise a utilisé la solidarité comme arme géopolitique, comme l'ont fait les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, avec l'Europe, hein, avec un continent complètement dévasté. Alors, nous n'avons pas eu les armes pour nous battre, mais la Chine, par exemple, nous les a fournies, si on prend l'exemple de la Chine. Si on prend aussi le continent asiatique, il a massivement misé sur la surveillance numérique et l'exploitation des mégadonnées. Aujourd'hui, en Asie, ce ne sont pas les virologues ou les épidémiologistes qui luttent contre la pandémie, mais bien les informaticiens et les spécialistes du big data. Donc là, il y a vraiment un changement de paradigme dont l'Europe a mis longtemps à prendre la mesure. Aussi, on peut noter que la course au vaccin a donné aux pays qui ont pu le produire rapidement plus de puissance. On peut prendre l'exemple de la Chine, des États-Unis, des Royaumes-Unis ou de la Russie. Donc, la maîtrise du big data, de l'intelligence artificielle, de l'information, est aussi à considérer comme un vecteur de puissance. Donc, que ce soit les GAFAM, la 5G, les BATX, montrent que ce n'est plus une lutte entre entreprises, mais une guerre étatique qui est menée pour prendre le contrôle du monde, et je dirais même de l'humanité. Donc, on peut aussi noter que les multinationales américaines peuvent bénéficier des renseignements d'État dans cette construction géopolitique pour anticiper et déjouer les projets de leurs concurrents, qui sont des coups de pouce impensables dans d'autres pays. Donc, il faut noter aussi qu'aux États-Unis, ils ont consacré depuis très longtemps des investissements stratégiques sur ce qu'on considérait comme outil de suprématie, sur tout ce qui est stratégie informationnelle. Donc, depuis lors, et en particulier durant cette année, avec les élections aux États-Unis, on a vu que Google et les autres géants de la tech, en particulier Twitter, Facebook, hein, se sont abondamment investis dans le bras de fer entre Trump et ce qu'on appelle le marais, c'est-à-dire ce qu'on appelle une espèce d'état profond. Et donc, c'est vrai que toutes ces plateformes de services sont des éditeurs et des orienteurs de contenu. Et c'est important de le noter dans cet environnement de crise. Donc, l'industrie technologique et la culture qui en émanait allait rapidement devenir une arme de pointe pour la guerre économique, qui est un terme d'ailleurs qui a été beaucoup utilisé depuis un an, mais qu'on n'avait jamais entendu parler, si ce n'est par des spécialistes et des experts. Et les États-Unis avaient vraiment senti, avaient fait de la spéculation sur la plus-value de la dématérialisation. Et donc, c'est vrai que la production de biens virtuels est une vraie puissance qu'ils ont su exploiter. Et donc, on est aujourd'hui, avec cette crise, quelque part entre deux eaux et au milieu du gué, puisqu'on s'aperçoit que la capacité de bien communiquer et de faire de l'influence est de plus en plus importante. Cela additionné, bien sûr, à la maîtrise des données des entreprises qui gouvernent avec la donnée. Et ceux qui gouvernent avec la donnée ont quelque part une maîtrise sur des populations et des opinions. Donc, il faut bien prendre conscience que nous nous rendons vulnérables dès lors que l'on intègre dans notre fonctionnement les gens du numérique. Donc, moi, je voudrais juste faire un petit point pour terminer, parce que sinon, ça sera trop long, mais sur la crise qui a chahuté la com et qui l'a vraiment challengée. Alors, la com, comme on l'entend aujourd'hui, contrat au consenti se métamorphose et évolue pour devenir un autre métier. Enfin, c'est ce qu'on pense et c'est ce qu'on a écrit dans notre ouvrage, parce qu'il faut intégrer à la communication aujourd'hui l'influence et l'information qui prennent une place essentielle. Donc la com doit absolument se réinventer et elle nécessite de nouvelles compétences, un nouvel état d'esprit, une culture bien plus approfondie et l'obligation d'intégrer à part entière la dimension stratégique. Une vision à long terme, multisystémique et globalisée à l'échelle planétaire. Donc comme les stratégies sont les deux faces de la même pièce pour acquérir de la puissance, de la crédibilité et se distinguer.
Donc, elle doit devenir la partie intrinsèque de la stratégie, ce qui n'est pas toujours le cas, et qui fait que la communication peut tirer vraiment une efficacité de la vision, de la valeur, de l'engagement. C'est les facteurs d'anticipation, d'idées et de positionnement. Donc, elle est à la fois fonction qui permet d'exploiter le capital immatériel et les données, et l'information dans le but de produire de la connaissance. Et le mot connaissance est très important, puisque c'est une sorte d'énergie mobilisable qu'il faut aujourd'hui être capable de développer pour porter, pour qu'elle soit porteuse de sens et pour agir sur le changement d'opinion et de perception. Donc la crise, elle a mis en évidence, bien sûr, un certain nombre de concepts, de points faibles, de dérives, de problématiques qui ont été déjà étudiées et décryptées depuis plusieurs années, mais qui ont été mis en avant ces derniers temps. Mais aussi, la communication a été utilisée à outrance et sans anticipation stratégique, uniquement pour produire des touches impressionnistes sur l'opinion. Donc, on peut supposer aussi que la com ne peut rien régler si elle n'est pas soutenue par une vision à long terme et si elle ne se structure pas sur un véritable projet de société, d'entreprise, ou sur des prises de position claires. Par exemple, proposer des normes ou des orientations qui seront celles qui feront la loi dans les prochaines décennies. Donc, les effets d'annonce, les poncifs, les lieux communs, les évidences qui parlent au plus grand nombre pour assurer sans rien solutionner, sont devenus de véritables dangers immatériels et qui ont ouvert les grandes portes au complotisme. Donc, pour la démocratie, les institutions et les biens communs, il est important aujourd'hui de redonner du sens et de redonner de la connaissance et de lutter contre tout ce qu'on appelle la fabrication de l'ignorance. Donc, il est important d'analyser la situation dans son ensemble avant de produire une stratégie de communication et de prendre des décisions. Donc, nous sommes des sociétés qui se concentrent encore trop sur la forme plutôt que sur le fond, et nous évoluons dans un système sans que nous en ayons conscience et qui est gouverné par la dictature de la forme au détriment du fond. Et cela démontre une tendance qui se dégage actuellement dans une majorité de pays occidentaux, que l'usage de la communication, de la gestion de l'information ne parvient plus à répondre aux enjeux, aux mutations, aux évolutions et à la complexité que le monde connaît actuellement. Donc, qu'est-ce qu'a révélé cette crise? Donc, que la réaction est souvent la réponse, et que l'anticipation est très peu mobilisée, et que la proactivité l'est encore moins. Et pourtant, c'est le rôle fondamental de la com et de l'information qu'elle est censée diffuser, d'accompagner les stratégies, les projets, la vision, le changement, la confiance et la crédibilité. Donc là, on a un certain nombre d'objectifs. Ont-ils été remplis ou pas par nos pays occidentaux? Je vous laisse juger. Alors aujourd'hui, les médias généralistes consacrent de plus en plus d'articles, de dossiers, d'interviews à la guerre économique, à la guerre informationnelle, à la cyberguerre, tant mieux. Espérons qu'il y ait une prise de conscience sur la cyberinfluence et la communication, on va dire, d'influence. Mais on s'aperçoit qu'il y a aussi beaucoup de fausses informations, beaucoup de propagande, de la manipulation, et qu'il y a une prise de conscience de ce système global qui montre qu'on a des progrès encore énormes à faire et que l'écart entre ce qu'il faudrait faire et ce qu'il y a à faire est énorme. Et donc, c'est dans ce sens-là que on défend cette position de dire qu'aujourd'hui, traiter l'information est devenu indispensable et essentiel, voire vital. Donc, c'est quelque chose qui regarde de façon directe l'intelligence économique et qui se concentre direct sur l'intelligence économique. Donc, tout ça pour dire aussi qu'on ne peut que constater qu'il y a un fort engagement, une implication des acteurs des big data et des gens du numérique et de la presse pour marketer l'information, où l'on présente et design une forme de réalité selon les tendances et les modes. Mais là, on parle de sujets très sérieux qui ont des conséquences importantes sur notre vie, sur la vie des êtres humains, sur la qualité de vie. Et est-on sûr que la réalité qu'on nous présente à travers les géants du numérique est la meilleure pour vivre sereinement? Bon, à mon sens, c'est pourquoi nous avons écrit ce livre sur ces différents sujets. Il est devenu essentiel, voire vital, de prendre conscience et de comprendre que le système, la technologie, le fonctionnement pour être en mesure de contrôler l'information que l'on transmet, que l'on reçoit et la manière dont on la traite et la diffuse est devenu des sujets qui sont complètement vitaux
Et il faut vraiment se mettre en tête aujourd'hui qu'il faut relever les niveaux et être enfin en mesure d'apporter du progrès par la gestion de l'information et lancer un mouvement qui met les connaissances à la portée de tous et comprendre et combattre l'ignorance. Donc ne plus abuser et ne plus se laisser abuser par l'information est un vrai défi aujourd'hui pour les professionnels de la com. Quand on voit la puissance d'évocation des deepfakes, par exemple, j'ai vu dernièrement des séquences passées sur TikTok, par exemple, où il y avait un acteur qui a été pris pour cible. Conjugué à la puissance de diffusion des réseaux sociaux, il est légitime de s'inquiéter et de se questionner sur la fonction communication. Donc, quels sont les outils, les moyens et les méthodes à notre disposition et l'état d'esprit à acquérir pour animer et être en contrôle, pour mieux piloter l'information? C'est tout le défi que nous avons à relever. Et je pourrais répondre à quelques questions à la fin si on me les pose sur ces thématiques. Voilà pour la présentation.